Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Et j'aimerais bien réfléchir avec vous au PMA, aux procréations médicalement assistées, et voir comment elles participent dans une certaine mesure et d'une certaine manière au déni contemporain de la mort, à la négation contemporaine de la mort. Quand on fait allusion au PMA, aux procréations médicalement assistées, on fait allusion à l'IAC, insémination artificielle avec conjoint, IAD, insémination artificielle avec donneur, FIVET, fécondation in vitro et transplantation d'embryons, les mères porteuses et enfin les clones, le clonage. Voyons tout d'abord l'insémination artificielle avec conjoint, avec ce cas tout à fait particulier de l'insémination artificielle avec conjoint post-mortem, c'est-à-dire après la mort même du conjoint. Souvenez-vous, en tout cas si vous étiez né à cette époque-là, souvenez-vous, c'était en décembre 1983, décès du mari de Corinne Parpalais en France. Et Corinne Parpalais, juste après le décès de son mari, réclame auprès du CECOS, c'est-à-dire le Centre d'études et de conservation du sperme en France, réclame le sperme que son mari, bien sûr, a déposé avant sa mort. Le CECOS perd le procès, il est obligé de restituer le sperme en question à Corinne Parpalais, on procède aux inséminations artificielles, le sperme est déjà de qualité médiocre et donc finalement les inséminations échouent. Plusieurs réflexions par rapport à ça. Plaçons-nous peut-être du côté, dans un premier temps, de Corinne Parpalais. Et je ne fais pas du tout le procès de cette femme, le procès de cette dame, loin s'en faut. Ça ne fait pas vraiment partie de mes habitudes. J'essaie simplement de réfléchir avec vous. En tout cas, il me semble que dans son esprit, elle n'accepte pas, elle n'assume pas la mort de son mari. Plutôt que de l'intégrer, justement, tout de suite, elle part en justice, tout de suite elle est en justice et réclame le sperme de son mari mort. Je pense aussi que cet enfant sera idéalisé. Je pense aussi que le mari lui-même sera idéalisé. Et donc que l'enfant qui est né aura affaire à un fantôme de père idéalisé. Et puis, n'est-ce pas dans une certaine mesure quelqu'un de remplacement, quelqu'un qui viendra combler ce manque qu'elle connaît à cette époque-là. Donc ça me pose quand même problème. Et d'un autre côté, si on se place du côté de l'enfant, ne sera-t-il pas précisément investi, surinvesti par la maman? Et puis imaginons peut-être tout simplement une cour de récréation. Tu es né en quelle année? En telle année, et ton papa, ben, mon père, il est mort 2 ans, 3 ans auparavant. Je ne sais pas si, sur le plan de la structuration de la personnalité, c'est tout à fait bénéfique. Insémination artificielle maintenant avec donneur. Eh bien, le donneur donne son sperme est conservé dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Il est bien évident qu'il peut donner son sperme et décéder quelques heures, quelques jours après et continuer, faut-il le dire, à procréer. Dans la FIVET maintenant, fécondation in vitro et transplantation d'embryons. Prenons le cas le plus complexe où on a aussi une donneuse d'ovocytes et un donneur de sperme. Eh bien, donneuse d'ovocytes et donneur de sperme peuvent être morts et continuer, bien sûr, à procréer. Enfin, les clones, le clonage. Je me souviendrai toujours, je participais à un groupe de réflexion ici à Tournai, c'était un groupe de réflexion sur la mort et nous avons organisé un cycle de conférences sur le thème. Et nous avons eu la chance, le bonheur, l'honneur de recevoir Albert Jacquard. Et déjà, dans les années 80, Albert Jacquard nous disait ceci: nul doute qu'un jour on pourra réaliser des clones, des doubles de soi-même et même leur mettre une tête de cheval. Ainsi, si vraiment on a encore une petite conscience morale, on leur met une tête de cheval et, mon Dieu, on peut plus aisément prélever leur foie, leurs poumons, leur intestin grêle ou que sais-je, afin d'assurer finalement sa propre immortalité.
l'immortalité. On revient bien sûr toujours à notre thème de la mort et de la négation contemporaine de la mort, du déni contemporain de la mort. Et donc, concevoir un autre soi-même, non pas pour lui, mais simplement comme un objet pour assurer ma propre immortalité. Je sais que Albert Jacquard nous a donné cette très belle métaphore du nénuphar, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Imaginez un immense, immense, immense étang. Et sur cet immense, immense étang, il y a un nénuphar qui a la faculté de se dédoubler de jour en jour. Et pour couvrir la totalité de l'étang, de la surface de l'étang, il lui faut 100 jours. Après combien de jours occupe-t-il les 50% de la surface? Après 99 jours, bien sûr, puisqu'il se dédouble. Et donc, 3-4 jours, au 95e, au 96e jour, on n'est nulle part, on est à 4%, peut-être. Et 4 jours après, il est trop tard. Eh bien, déjà, dans les années 80, Albert Jacquard utilisait cette métaphore pour nous dire que peut-être il est déjà un peu trop tard. J'aimerais dire à titre de conclusion qu'il est difficile en quelques minutes de résumer des situations aussi vastes, aussi complexes et surtout des situations qui impliquent des hommes et des femmes parfois meurtris dans leur corps, dans leur chair et même dans leur sexualité. Toujours est-il que certaines procréations médicalement assistées et a fortiori le clonage me semblent participer du mythe prométhéen, c'est-à-dire voler le feu aux dieux. C'est l'hubris en grec, c'est-à-dire l'orgueil, la volonté d'affronter, de se mesurer au Dieu et ainsi de s'élever de sa condition mortelle. Je ne nie pas, bien sûr, les progrès considérables de la technique, de la technologie, mais ce que je voulais dire, c'est que, avec Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.